À cette époque, nous ne possédions pas les moyens de locomotion que nous possédons aujourd'hui. Tout de suite se posa le problème de rejoindre ce poste éloigné, car il n'était pas question de refuser cette affectation. Nous partîmes en voiture la veille de ma prise de fonction. C'était un jeudi après-midi. Dans la soirée, vers 16 heures, nous fûmes reçus par M. Boucher, le directeur de l'école. C'était un homme d'une 50aine d'années environ. Celui-ci nous apprit que je devais remplacer sa femme, en congé de longue durée pour dépression, dans une classe composée de 4 élèves de cours élémentaire première année et d'une vingtaine d'élèves de cours élémentaire deuxième année. Il nous donna l'adresse d'un hôtel-restaurant à 200 mètres de l'école environ, où nous pourrions trouver une chambre, et il me donna rendez-vous le lendemain, à 9 heures, pour ma prise de contact avec les enfants. Mon père se chargea de négocier le prix de ma pension. Il ne put rien changer au prix de la chambre, qui était, je crois bien, de 350 francs par mois. Par contre, je me souviens très bien qu'il avait négocié le montant du repas. Celui-ci était de 3 francs 50, et il avait réussi à le ramener à 3 francs, sous le prétexte que je ne boirais pas de vin. Compte tenu que le montant d'un salaire d'instituteur était à l'époque de 500 francs mensuels environ, cela ne me laissait que peu d'argent de poche. Mon père avait prévu de m'apporter mon vélo, ce qui devait me permettre de me déplacer dans les environs, mais il était hors de question que je rentre chez moi tous les samedis. Il n'existait aucune liaison, ni en autocar, ni par le train, qui me permette de faire l'aller-retour au cours du dimanche, car en ce temps-là, l'école élémentaire travaillait le samedi jusqu'à 17 heures. Je pris possession de ma chambre et mes parents repartirent, me laissant un peu désemparé dans ce petit hôtel de préfecture, loin de mes amis et de ma famille. Le dîner était prévu à 19h30. Cela n'était pas trop éloigné, fort heureusement. En attendant l'heure de se mettre à table, et après avoir rapidement vidé ma valise et rangé mes vêtements dans l'armoire de la chambre, je descendis dans la salle du café. Quelques habitués discutaient bruyamment en prenant leur pastis. J'étais un peu étranger à ce décor, car je n'avais pas l'habitude de fréquenter les salles de bar. Je m'intéressai un moment au jukebox et je pris connaissance des titres à la mode. Quelques mois auparavant, j'étais interne au collège de Saint-Jean-d'Angély. Le samedi soir, mes camarades de collège et moi-même, en attendant notre car, nous allions prendre un pot au café de la place de l'Hôtel de Ville. Là, nous écoutions et fredonnions ces mêmes airs. J'eus mon attention également attirée par une machine à sous, où un grand escogriffe maigre et à la mine patibulaire s'acharnait à introduire des jetons jaunes d'une taille de 20 centimes. Il appuyait à chaque fois sur un levier muni d'une poignée. Cela avait pour effet de faire tourner un mécanisme de 3 bandes larges sur lesquelles des dessins apparaissaient et défilaient dans la lucarne de vision avant de s'arrêter dans un ordre aléatoire. Je découvrais pour la première fois cette machine que l'on appelait un bandit manchot. De temps à autre, quelques jetons tombaient dans un bac placé à l'avant. Le joueur récupérait son gain et le réintroduisait aussitôt dans la machine. J'observai un moment ce manège. Je compris très vite qu'il fallait que certaines associations de dessins apparaissent à l'arrêt du mécanisme pour provoquer la descente d'un nombre plus ou moins grand de jetons, pour la plus grande joie du joueur. L'appareil qui servait ainsi à jouer son argent comportait une partie vitrée, par laquelle on pouvait apercevoir un amas impressionnant de jetons. Parmi ces jetons se trouvaient également des pièces de 20 centimes. J'appris plus tard que ces machines à sous n'étaient tolérées que dans la mesure où l'on ne jouait que des jetons, façon hypocrite d'interdire les jeux d'argent tout en les tolérant. J'appris aussi que le tenancier du bar leur vendait les jetons et qu'il les leur échangeait en fin de partie
contre de la monnaie. La jeune femme qui tenait l'hôtel-restaurant avec son mari était une ravissante jeune femme blonde aux cheveux longs. Elle pouvait avoir 25 ans. Elle avait 2 jeunes enfants, une fillette de 4 ans et un petit garçon de 2 ans qui jouait dans un coin du bar. Cette jeune femme servait au bar ou allait en cuisine pour préparer le repas des pensionnaires. Une autre jeune femme d'une trentaine d'années, au visage ingrat, l'aidait au bar. Elle participait épisodiquement à la conversation des habitués du comptoir et subissait parfois des plaisanteries grivoises de leur part. Je m'étais assis à une table en retrait et j'observais cette scène depuis un bon moment, lorsqu'un cri de triomphe parvint de la machine à sous, où l'individu maigre et au visage émacié, vêtu d'un bleu de travail froissé, s'acharnait à vouloir faire vomir le trésor de la machine. La bande venait de s'arrêter sur les 3 oranges. Il allait enfin pouvoir toucher le pactole. Son cri de triomphe se changea vite en une exclamation chargée de rage et de violence. La machine s'était enrayée après la descente de quelques jetons. Elle refusait obstinément de laisser tomber dans le bac de récupération la totalité de l'amas de pièces et de jetons jaunes qui se pressaient dans le ventre de la machine et qui apparaissaient par la vitre et dans le tube de descente. L'individu gesticulait et s'énervait. Il réclamait la présence du patron. Celui-ci était absent. Il était environ 19 heures, et il était probable qu'il ne rentrerait guère avant 19h30, heure à laquelle les pensionnaires se mettraient à table. Devant l'impossibilité de récupérer la cagnotte qui refusait obstinément de descendre, malgré les coups frappés sur la paroi de la machine, l'individu se campa devant l'appareil. Il voulait dissuader quiconque de faire fonctionner à nouveau le levier, de manière à laisser bien en évidence la marque des 3 oranges, laquelle attestait que la machine aurait dû libérer son trésor. Le patron arriva enfin. Averti de l'incident, il alla chercher une clé destinée à permettre l'ouverture d'une porte qui dissimulait le mécanisme de l'appareil. Il débloqua l'orifice et un torrent de jetons se déversa dans le bac de récupération de l'appareil, déborda et se répandit sur le plancher devant l'air ébahi des quelques clients attablés au comptoir. Cela provoqua la surexcitation du possesseur de la cagnotte. Il fallut lui apporter un récipient pour qu'il puisse y entasser, après les avoir ramassés, les centaines de jetons et de pièces qui s'étaient échappés de l'intérieur de la machine à sous. Cet homme était un pensionnaire de l'hôtel. Il partit, lourdement chargé de son trésor, vers sa chambre, afin de mettre son magot en lieu sûr et afin de compter et d'échanger ses jetons. J'appris par la suite que la somme avait été colossale et qu'elle battait de loin le dernier record établi dans l'établissement. J'ai oublié, depuis, le montant de cette cagnotte, mais elle était suffisamment importante pour qu'elle alimente, pendant de longs jours, la conversation de nos repas pris en commun à la pension de l'hôtel. L'heure du repas arriva enfin. Invité par la patronne à rejoindre les autres convives, je pénétrai dans une petite pièce à l'arrière des cuisines, où les pensionnaires de l'hôtel prenaient leur repas. Les clients de passage avaient, eux, accès à une autre salle qui servait de salle de restaurant, ainsi que de salle de réception pour les banquets et les mariages. Nous nous trouvâmes bientôt tous réunis autour de la même table où étaient dressés 7 couverts. Au cours du repas, je fis la connaissance d'un jeune postier en déplacement à Montguillon et qui logeait provisoirement à l'hôtel. Je fis également la connaissance d'une collègue institutrice, martiniquaise, âgée d'une bonne 40aine d'années. J'eus la surprise de voir arriver un jeune homme d'une 30aine d'années, récemment marié à une jeune fille du village voisin de celui de mes parents. Il travaillait à EDF et était en déplacement à Montguillon. Il était lui aussi, ainsi qu'un de ses collègues, pensionnaires de l'hôtel. J'appris ainsi que les villages entourant Montguillon n'étaient pas encore reliés au réseau EDF. Guy,
car c'était son prénom, ainsi que ses collègues de travail étaient donc là pour installer les poteaux et pour tirer les lignes jusque dans les coins les plus reculés de cette campagne du sud Saintongeais. À notre table se trouvait également un représentant de commerce qui suivait l'équipe EDF et qui la précédait même, vendant avant que les lignes ne soient installées et l'électricité arrivée dans les fermes, les réfrigérateurs, les machines à laver et tous les appareils électroménagers dont les foyers s'équipaient à cette époque. Il était assez amusant d'imaginer ce démarchage et ces achats de machines livrés avant même qu'elles ne puissent être mises en ligne. Le représentant, ravi de ce filon, faisait des affaires en or et se félicitait chaque jour de l'avancement des travaux. Une 7e place restait inoccupée. C'était celle de l'heureux bénéficiaire de la cagnotte qui, exceptionnellement ce soir-là, en oublia de venir dîner, tant il était affairé à comptabiliser son gain. J'appris plus tard que ce garçon, célibataire, d'une 40aine d'années, sans profession bien définie, vivait d'expédients. Il était l'ami de la serveuse du bar et occasionnellement, il avait exercé l'activité de souteneur. Le dîner fut animé. La conversation, bien sûr, porta, pour l'essentiel, sur l'incident de la machine à sous et sur le gain probable qu'allait rapporter la cagnotte. Il me fallut également répondre aux questions que se posaient mes voisins de table sur les raisons de mon séjour à Montguyon. La présence de Guy, que je connaissais, rendit plus facile ce moment un peu désagréable, où l'on a le sentiment d'être l'élément rapporté qui vient troubler l'ordre établi et qui dérange les habitudes. Je fus vite accepté puisque j'étais une bonne connaissance de l'un des habitués. J'eus droit, de la part de ma collègue martiniquaise, à quelques réflexions pessimistes sur le métier d'enseignant, sur l'ingratitude des parents et de leurs chères petites têtes blondes, sur la difficulté de vivre ce métier au quotidien, sur l'angoisse qu'entretenait le passage éventuel de l'inspecteur, considéré comme un personnage redoutable. Il venait pour tenter de mettre en évidence la moindre faiblesse, et il était prêt à sanctionner sévèrement le fautif en baissant sa note de mérite. Cette dernière ne manquerait pas de retarder l'avancement, permettant de voir le salaire s'améliorer. Le dîner achevé, j'accompagnai mes nouveaux compagnons jusqu'à un petit salon qui était en réalité une sorte de couloir élargi, se trouvant entre le bar et la cuisine. Là, quelques sièges permettaient de s'asseoir et de regarder la télévision. Celle-ci, à l'époque, ne disposait que d'une chaîne, ce qui avait l'avantage d'éviter les discordes quant au choix du programme. La télévision était encore peu répandue dans nos régions, les émetteurs ne couvrant qu'une faible partie du territoire national. Montguyon avait l'avantage de pouvoir capter le relais de Bordeaux, et je découvris avec éblouissement cette merveilleuse invention médiatique. Les informations de 20 heures étaient en train de s'achever. Léon Zitrone, d'une voix de mentor, commentait les dernières nouvelles. Le programme qui suivit était un combat de catch. Les pensionnaires de l'hôtel semblaient particulièrement apprécier ce spectacle. La patronne de l'hôtel, son mari, ainsi que la serveuse ne semblaient pas moins intéressés et les 2 jeunes femmes, prises par l'ambiance savamment distillée par le commentateur, se laissèrent aller à des éclats de voix frénétiques, lorsque le méchant sembla prendre le dessus sur le gentil de service. Le ton monta encore parmi les téléspectateurs. Chacun prenait parti pour son favori. J'étais un peu abruti par tout ce vacarme, observant autour de moi ce déchaînement de passion pour des combattants qui, à l'évidence, jouaient un rôle parfaitement défini à l'avance. Les attitudes des catcheurs étaient trop caricaturales pour que l'on ne puisse ne pas s'apercevoir, dès le premier coup d'œil, que ce spectacle était parfaitement orchestré afin de déchaîner la frénésie des spectateurs de la salle. Les coups portés étaient d'une telle violence apparente qu'il semblait impensable que la victime du coup puisse l'instant d'après se relever indemne et, comme si de rien n'était, lancer à son tour des coups qui, à chaque fois, auraient dû terrasser l'adversaire pour le compte. Et pourtant les combattants continuaient leurs échanges,
comme si ces coups terribles qu'il portait n'étaient pas plus douloureux qu'une simple pichenette. Les clients du bar nous avaient rejoints et se tenaient debout derrière nos sièges ou dans l'embrasure de la porte. Eux aussi participaient à la cacophonie générale. Le bon faillit sombrer à plusieurs reprises sous une avalanche de coups vicieux, mais à chaque fois, au moment où l'émotion et le ressentiment des spectateurs étaient à son paroxysme, il réussissait d'un geste désespéré à renverser la situation et à prendre le dessus sur son partenaire. La délivrance arriva enfin. Une ultime clé tentée par le bon lui permit de maîtriser son adversaire et de le maintenir les épaules au sol, pendant que l'arbitre, maillon indispensable du spectacle, à genoux et le regard rivé sur les deux protagonistes, frappait 3 grands coups sur le sol du plat de la main pour avaliser la victoire attendue du bien sur le mal, de la jeunesse sur la force brutale. Les téléspectateurs de l'hôtel laissèrent éclater alors leur hurrah, prenant à partie verbalement les rares supporters du méchant, et je craignis un instant que le spectacle ne continue dans la salle du bar. Mais la soif, après une telle débauche de cris, eut vite raison de cette excitation, et presque tous se retrouvèrent au comptoir pour continuer leurs commentaires dans une ambiance devenue soudain moins volcanique. J'en profitai pour m'éclipser et pour rejoindre ma chambre au premier étage, où je ne tardai pas à m'endormir d'un sommeil de plomb, terrassé que j'étais par tous ces événements auxquels je n'étais pas préparé.